C'est dimanche, mesdames et messieurs. Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous de la mi-journée. Ça s'appelle Actu Hebdo, le canal 12-13. Nous recevons aujourd'hui sur le plateau Monsieur Bougouna Sogoba. Il est le rapporteur général du Sincère ANR. Et ils ont présenté cette semaine leur rapport aux autorités. Bonjour Monsieur Sogoba, bienvenue. Bonjour, Et c'est merci. quoi le Sincère ANR, hein? Depuis quand vous êtes là? Vous avez servi à quoi aujourd'hui? Quel est le bilan? On en parlera dans les détails dans un instant. Une fois encore, merci beaucoup et bienvenue. Merci. Également sur le plateau, Monsieur Khalil Ibrahim, il est le vice-président de l'Association des municipalités du Mali. Bonjour, Monsieur Khalil Ibrahim Touré, c'est bien cela, hein? Ouais, juste. Ok. Je croyais que c'était Guindo, quoi. Non, mais Ibrahim, je ne suis pas le fils de. Je ne suis pas votre fils. Bienvenue quand même à vous, monsieur le maire. Merci. Et vous étiez réunis cette semaine, hein, Ouais. avec l'ensemble de vos collègues maires ici à Bamako. Et vous avez mis du temps avant de tenir cette rencontre. On en parlera également dans les détails au cours de cette émission. À vous, bienvenue. Merci, D'abord, merci beaucoup. et remise donc cette semaine au Palais de Koulouba au président de la République du premier rapport annuel du comité indépendant de suivi et évaluation pour la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation Sincère ANR. Le document retrace des acquis obtenus dans le cadre de l'exécution des recommandations des assises nationales de la refondation. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement et des présidents des institutions de la République. Les images de notre équipe de reportage conduite par Mamari Kone. Voilà les images de la remise du tout premier rapport annuel du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation, le Sincère ANR. Alors, vous êtes là pour en parler, M. Soroba, mais la première question à l'intention de M. le maire, M. Khalil Ibrahim Touré. Et vous connaissez le Sincère ANR? Oui, bien sûr. D'accord. Ah, vous le connaissez comment? À quoi ça Je- sert? Quelle structure? Bon, c'est pour c'est une structure qui est chargée du suivi des assises nationales. Les assises nationales. Ouais, des résultats issus des assises nationales. Et vous avez Des suivi de très près recommandations. ce qu'ils font? Oui, oui, parce que j'ai participé. Ah bon, Ouais, d'accord. j'ai Donc vous participé êtes au aux cœur ANR. de la mouvance. Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Et M. Sogova, vous êtes le spécialiste, hein, et d'où vient le Sincère ANR? Dans quel contexte il a été créé et depuis quand? Depuis avril 2022, par décret présidentiel, le Sincère a été mis en place avec la nomination par le président de la transition, chef de l'État, de 34 membres chargés du suivi, évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de la refondation. Donc, vous savez qu'en 2021, en décembre, il y a eu cette grande rencontre où l'ensemble des Maliens se sont rencontrés dans les communes, dans les cercles, dans les régions, au niveau de la diaspora, pour dire voici ce que nous voulons que ça soit fait pour refonder notre État, le Mali. Donc, l'ensemble de ces éléments ont été consolidés en un rapport général qui a été transmis au président de la transition, chef de l'État. Et sur la base de ce rapport, l'État du Mali, le gouvernement, a traduit l'ensemble de ce rapport en plan d'action de la refondation. D'accord. Voilà, donc le Sincère vient poursuivre la mise en œuvre effective, puisque le président de la transition, chef de l'État, lui-même avait dit que les résultats des assises nationales de la refondation ont force obligatoire. D'accord. Alors, vous êtes un organe de contrôle. Exactement. Ok. De l'effectivité, de L'effectivité. la mise en œuvre Oui. des recommandations issues D'accord. du peuple. Auprès des différents responsables chargés maintenant de l'exécution de toutes les recommandations faites au cours de ces assises. Tout C'est à bien fait. cela. Tous les départements Alors, tous les ministériels. départements. Il n'y a pas que les départements ministériels, hein. Non, il y a toutes les structures qui sont en charge de la refondation et de la bonne fonctionnalité de notre État. Alors, les recommandations. Il y en a qui vous ont retenu l'attention quand même, hein. Oui. Vous nous en citez deux ou trois. D'accord, la première recommandation qui retient l'attention de tout le monde, c'est bien la nouvelle constitution du Mali. D'accord.
Et donc, après, on voudrait avoir des institutions fortes pour diriger le Mali. La question des langues nationales qui doivent être prises en compte et la question de la refondation de l'éducation, la valorisation des ressources minières pour le Mali, parce que le Mali est l'un des pays très riches en ressources minières, donc la valorisation de ceci, l'agriculture compétitive, la réorganisation du territoire. En quoi ces assises étaient vraiment une nécessité, un impératif? Parce qu'il y en a qui disent que c'était une rencontre de trop. Non, parce que vous avez vu les différentes autres rencontres qui se sont tenues comme le dialogue national inclusif et d'autres espaces qui ont eu lieu dans le temps. Mais c'est la première fois, après une concertation des acteurs, on met en place toute une équipe avec des compétences diversifiées pour suivre l'effectivité de la mise en œuvre des recommandations issues du peuple. D'accord. Alors, il y avait combien de recommandations globalement, à peu près? Globalement, on a 517 recommandations. 517 recommandations. Recommandations issues des assises. D'accord. Qui devaient être mises en application sur quelle période? Il y avait un timing quand même Oui, déterminé. c'est ça. Parce que 517, c'est beaucoup. Ouais. Alors, ça a été réparti en 3 catégories. 55 recommandations qui doivent être mises en œuvre courant la durée de la transition. Ensuite, on a 153 recommandations qui doivent commencer au moment de la transition, durant la transition et se terminer après la transition. D'accord. Et ensuite, on a 309 autres qui doivent attendre un peu pour pouvoir être mises en œuvre après la transition. D'accord. Ouais. Ok. Aujourd'hui, vous êtes à quel niveau d'exécution à la lumière de vos contrôles auprès des structures responsables? À la lumière de nos contrôles et du suivi que nous avons effectué, quand vous prenez les 55 premières recommandations qui étaient estimées être mises en œuvre durant la période de la transition, nous avons 12 qui ont été effectivement mises en œuvre. 12 sur 55. Mais c'est 34, non, il y a 34 autres qui ont commencé, qui ont commencé, qui sont en cours, qui n'ont pas encore pris fin. D'accord. Et on a 9 seulement qui n'ont pas encore été touchés, vu le temps réparti pour la mise en œuvre de ces recommandations. Et vous pensez à la trajectoire que la situation prend, qu'ils vont pouvoir vraiment les exécuter dans le temps? Ils vont pouvoir le faire dans la condition où on se refocalise sur les priorités. D'accord. Parce qu'on a d'autres recommandations qui étaient complémentaires, qui sont les 153, sur lesquelles il y a une qui a été réalisée et il y a un très grand nombre qui a commencé, sur lesquels le gouvernement est en train de travailler pour les mettre en œuvre. Et ensuite, on a des recommandations qui n'étaient pas initialement prévues pour la période de la transition, mais ils ont commencé ceci. La mise en œuvre actuelle de l'ensemble des recommandations prioritaires demande un refocus du gouvernement sur les priorités pour pouvoir les réaliser dans la période restante de la transition. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'il y a un point de convergence, une articulation entre ces recommandations et le projet de constitution? Tout à fait. Soumis au référendum le 18, là, tout exactement. Dans la Constitution elle-même est une des recommandations des assises de la refondation. Ah, d'accord. Et là-dedans, il y a une vingtaine de recommandations qui sont prises en charge par la nouvelle Constitution. Ce qui fait que la Constitution, en étant une recommandation elle-même, prend en charge une vingtaine d'autres recommandations. Ce qui veut dire que la constitution actuelle est une clé. Est une clé pour acter sur l'effectivité de la prise en charge de plusieurs des recommandations des Assises nationales de la refondation. D'accord. Alors, oui, monsieur le maire, vous êtes à la base, vous êtes avec les collectivités et les populations. On a vu quand même le processus, c'était partout au Mali. Et toutes les sphères de la population, tout le monde a été consulté. Vous étiez au cœur de la mouvance, vous l'avez dit. Monsieur Sogoba vient de le dire tout à l'heure, 55 recommandations. On a aujourd'hui effectivement à l'exécution d'une quinzaine. C'est peu ou prou. Est-ce que vous avez confiance encore dans le processus de mise en œuvre? Bon, moi j'ai vraiment confiance parce que j'ai vu les autres assises qui se sont passées avant. Et le temps qu'ils ont fait pour essayer de démarrer, ils n'ont même pas démarré, ils ont essayé de démarrer.
Et ces assises, j'ai vu ils ont enchaîné toutes les recommandations. Donc, leur commission a été mise en place, c'est pour le suivi. Ça montre déjà qu'il y a un certain sérieux là-dedans. Et ils tiennent compte de vraiment ce que les ANR demandent. Et maintenant, ce que je veux simplement lui demander, c'est qu'est-ce que lui-même, en tant que porte-parole, est-ce qu'il a l'impression que le reste va bientôt arriver? Sinon, avec ce taux de réalisation, vraiment, moi, je suis très, très confiant. Mais je lui demande, est-ce que je peux être encore beaucoup plus confiant si lui me donne ses impressions? Alors, quels sont les éléments que vous détenez maintenant pour le rendre encore plus confiant? Comme il a dit, on va retenir quand même que le temps qui reste est peu par rapport à ce qui a été parcouru quand même. Ouais. Voilà. Ben, moi, je trouve que d'abord le fait que nous sommes composés de plusieurs spécialités et le fait que nous ayons demandé à travers ce rapport de refocaliser la mise en œuvre en choisissant les plus pertinents. Le gouvernement lui-même avait identifié ces 55 priorités. Et actuellement, je pense que nous sommes confiants que le gouvernement peut le faire, mais en réduisant le champ global. Quand vous regardez, il y a des recommandations qui n'étaient pas initialement prévues pour la période de la transition. Donc, on devrait faire un choix de revenir sur un certain nombre de recommandations phares, les exécuter suffisamment, et déjà la Constitution, lorsqu'elle sera votée, prendra en charge plusieurs des recommandations issues des Assises nationales de la refondation. Nous sommes confiants qu'il est possible d'achever un certain nombre d'indicateurs de performance sur la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Peut-être qu'on aurait pu ou on aurait dû faire un petit micro-trottoir, comme on l'a dit chez nous, ici, auprès de la population, oui, pour encore voir ce qu'elle pense de tout cela. Mais ça viendra, l'ORTM est dans son rôle. Vous verrez des émissions spéciales sur ça, sur votre parcours. Mais déjà ici, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de le faire, et que doit-elle retenir, cette population? La population doit retenir que on peut recommander un certain nombre de choses, beaucoup de choses à la fois. Et la population doit retenir qu'on ne peut pas tout faire, et tout le monde le sait. Un Mali qui a subi autant de chocs, il n'est pas possible de mettre en œuvre l'ensemble des recommandations en une seule fois et au même moment. Il va falloir donner du temps, il va falloir faire des choix, il va falloir avoir un peu de patience, mais il va falloir que chacun s'implique. Parce qu'il y a des recommandations que le pouvoir public va mettre en œuvre, mais il y a les rôles des acteurs qui est très important dans la mise en œuvre effective de l'ensemble des recommandations. Et ça veut dire qu'on n'a pas été très smart lorsqu'on mettait toutes ces recommandations. On a eu des ambitions trop... Je pense que cela est issu de ce que nous avons vécu. D'accord. Nous avons subi beaucoup de chocs et nous avons l'ambition de changer. De changer, cet engouement amène forcément à faire plusieurs recommandations. Mais on doit être conscient aussi que l'ensemble de ces recommandations ne peut pas se mettre en œuvre au même moment. Et donc notre suivi, évaluation, a élaboré des indicateurs pour chaque action. Il y a des indicateurs du processus de l'action, des indicateurs de la réalisation des actions, des indicateurs d'évaluation des effets et des impacts. C'est qu'on dit SMART. Chaque action a des indicateurs SMART et c'est lorsque l'ensemble des indicateurs relatifs aux actions sont achevés qu'on décrète ou on dit que l'action est totalement réalisée. Alors, est-ce que les premiers intéressés que j'appelle les populations à la base ont ce feedback? On vous a fait des recommandations, mais à un certain moment, on s'est rendu compte que ça n'est pas possible de les exécuter toutes dans un timing bien déterminé, en tout cas ce qui avait été promis. Est-ce que ces informations reviennent à la base? Exactement. Ces différents moyens. Il y a ce mécanisme-là. Ces différents moyens que nous avons de communication comme ça, c'est déjà de rendre compte à la population de l'état de mise en œuvre des recommandations et les impressions que nous, on a en tant qu'évaluateurs de la mise en œuvre des performances, de ces recommandations. Et ensuite, nous planifions d'aller rencontrer dans chaque région du Mali les délégués des citoyens qui ont participé aux assises.
nous travaillons pour ce peuple, on devrait les rendre compte de tout ce qui s'est passé et recueillir aussi leur point de vue et les nouvelles réflexions qu'on peut avoir. L'objectif, la finalité étant que tout ce que nous avons demandé comme élément de refondation se mette en place avec la participation de chacun des acteurs. Ok. Alors, vous fonctionnez comme le pont entre la population et les décideurs, le pouvoir public. Et on vous a demandé tout à l'heure qu'est-ce qu'elle doit comprendre, la population, avec le taux d'exécution des recommandations. Qu'avez-vous maintenant à dire au gouvernement? Ce que nous avons à dire au gouvernement, c'est les recommandations doivent faire l'objet d'une planification détaillée au niveau de chaque département ministériel, surtout les priorités. Ensuite, cette planification... Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Pour l'instant, nous avons du mal à avoir une clairvoyance sur la planification détaillée par trimestre. C'est pas très lisible. C'est pas très lisible. Et l'idée que nous avons, c'est que le gouvernement travaille de sorte que par trimestre, qu'on sache chaque département planifie qu'elle va mettre en œuvre dans les recommandations prioritaires. Ok. Alors, sur ce point précis, est-ce que c'est l'ensemble des départements ministériels concernés ou il y en a 2 ou 3? Ben, sinon, si c'est l'ensemble, on ne va pas être aussi confiant comme monsieur le maire. Non, chaque département a des recommandations qui concernent ce département. D'accord. Je vais prendre par exemple pour la refondation de l'éducation. Ça concerne les départements ministériels dans ce secteur. D'accord. Et quand vous prenez le secteur de l'agriculture et du développement rural, la relance de l'économie dépend d'un certain nombre de recommandations qui concernent ce département. Donc c'est la même chose pour tous les autres départements. Donc c'est des recommandations qui sont réparties entre les départements ministériels en fonction de leurs fonctions, de leurs responsabilités. Alors, qu'est-ce qui explique donc ces petites insuffisances dont vous faites allusion? Comment? Vous faites allusion à quelques insuffisances qui font qu'il n'y a pas une très grande lisibilité et dans le tableau qu'affiche quand même le département dans la mise en œuvre des recommandations. Tout à fait. Voilà, vous avez eu des explications, vous avez demandé, vous êtes en responsable avec eux. Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé de leur dire pourquoi ça ne va pas là, pourquoi ça ne va pas là, et quels conseils vous apportez? Oui, ça c'est les moments des interactions. Donc nous prévoyons de faire des interactions avec eux. Nous avons eu à faire des interactions pour déjà être en phase par rapport aux indicateurs relatifs à l'évaluation des différentes recommandations. Et maintenant, ce que nous prévoyons de faire, c'est encore d'interagir avec eux. Vous savez que les départements ministériels fonctionnent déjà. Ils ont des programmes régaliens traditionnels qu'ils ont. Et il y a des fois des gens qui ont la difficulté de se détacher de cette généralité pour venir à des spécificités demandées par le peuple. Et donc, ça prend un peu de temps d'abord de permettre à tout le monde de savoir que ces recommandations, c'est une obligation de les faire. Donc, il va falloir revenir et replanifier pour faire une refondation, de se recaler sur ce qui a été demandé par le peuple. Et c'est ce qui est vraiment attendu actuellement, d'avoir une très grande lisibilité sur le programme qu'ils élaborent et la répartition des tâches dans les départements ministériels, qui va favoriser la mise en œuvre effective de l'ensemble des recommandations, en tout cas en ce qui concerne chaque département ministériel. D'accord. On va revenir à vous avant la fin de cette émission, M. Sogoa, le temps de parler maintenant des maires. Sinon, si M. le maire a une question encore à poser ou une contribution à faire. Bon, la contribution que je voudrais faire, c'est que je vous disais que je suis un peu confiant compte tenu du taux qu'il vient d'annoncer, que je ne savais pas. Et vous avez tous les régimes démocratiques ont souhaité faire la révision de la Constitution. Mais personne n'est arrivé à ce niveau de fixer une date. Et eux, au moins, ils ont terminé et la date a été fixée. Et dans cette Constitution, il a dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs éléments de recommandation qui sont issus des annales qui sont là-dedans. Ça montre déjà que vraiment le taux qu'il a donné est acceptable. C'est pour ça que je suis confiant. C'est vraiment ce que je voulais ajouter à tout ce qu'il a donné comme argumentation. Ah ben, très bien. Alors, ça nous conduit directement à votre sujet. Et c'est donc la tenue
de votre réunion, votre rencontre ici à Bamako. Et on va rappeler quand même que cette rencontre ne s'était pas tenue depuis 2017, la journée nationale des communes du Mali, qui s'est donc tenue cette semaine au CICB ici à Bamako sous le thème décentralisation et réforme de l'État. Voilà, on n'est pas loin du sujet de M. Sogoba. Cette rencontre qui est à sa 15e édition était une occasion pour les élus locaux d'échanger sur le processus de décentralisation qui vient de franchir une nouvelle étape avec l'adoption de nouveaux textes portant sur la réorganisation territoriale. Avec cette réforme, le Mali aura 19 régions, plus de 800 communes, deux niveaux de collectivité, c'est-à-dire la région et la commune. La collectivité, je dis, le cercle disparaît, ça ne va plus exister. La cérémonie était présidée par le Premier ministre, le docteur Shogel Kokala Mega. Et il y avait beaucoup de membres du gouvernement, dont votre ministre de tutelle, porte-parole du gouvernement. Voilà, des images de Siaka Konaté et de son équipe. Alors, comment est prise en compte la vie des communes dans les recommandations? La vie des communes dans les recommandations, c'est les communes ont tenu ces assises. Et on a d'ailleurs dans la base de données les recommandations précises de chaque commune au jour d'aujourd'hui et agrégées dans les assises qui se sont tenues au niveau cercle et région. Donc, ça veut dire que quand on dit de la relance économique au niveau local, ça commence dans les communes, les collectivités territoriales. Et la meilleure gestion, la gouvernance au niveau des collectivités territoriales, c'est comment les collectivités territoriales, c'est-à-dire les maires et le bureau communal, va rendre service à la population. Parce que normalement, les collectivités territoriales, la fonction essentielle, c'est de faciliter, de rapprocher l'administration au peuple. Mais depuis des décennies qu'on parle de la décentralisation, de la prise en charge par les populations à la base de leur propre destinée, mais toujours c'est le même discours, mais on est à la même place, ça ne bouge pas. Et qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas été transféré? L'argent n'est pas venu, les compétences techniques n'ont pas suivi, et c'est toujours la même situation. Je pense qu'il faut faire confiance aux collectivités et aux dirigeants qu'ils mettent en place et transférer les ressources. Tout le monde apprend. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui est sorti comme ça et du coup on a dit qu'il est, il est spécialiste de telle matière. On apprend des erreurs et puis on apprend. Voilà, donc pour moi, pour même capaciter une personne, il faut lui donner la responsabilité. Pour moi, il faut totalement transférer les ressources nécessaires au fonctionnement de ces collectivités territoriales et changer le mode d'intervention dans les collectivités territoriales. Moi, je pense que ça tient au transfert des compétences et des ressources. Mais déjà avec un nombre de quelques 700 communes avant, 703 communes, eh bien, on a fait maintenant un jumping là, et puis on allait se retrouver à plus de 800 communes. C'était déjà difficile avec 700 et quelques communes. Vous pensez que ça va être plus facile avec plus de 800? Là où je vois la solution, c'est... Le travail ne devient pas plus compliqué? Non, je pense que là où je vois la solution, c'est le fait qu'il y ait une réorganisation des régions. Et normalement, dans chaque région, il y a des services techniques qui sont mis en place. Si nous renforçons les capacités de ces services techniques et les rendons très opérationnels à accompagner ces collectivités territoriales, même si elles sont nombreuses, pour moi, on va résoudre le problème. Et aussi faire suffisamment de planification objective. D'accord. Alors, parole de responsable de ANR, mais on va demander maintenant à l'acteur principal. C'est également votre discours. 703, on va à 800 et quelques. Vous pensez que le travail va être plus facile, plus efficace ou le contraire? Oui, les communes ont été, dans la réforme de l'État que le gouvernement de transition a engagé, est un processus qui avait déjà démarré avant et qu'ils ont continué. Ça veut dire que c'était déjà, depuis à un certain moment, c'était l'idée qu'il fallait faire en compte tenu de l'expérience que nous avons déjà obtenue. C'est-à-dire en créant plusieurs collectivités, c'est pour rapprocher davantage aux populations, pour rendre beaucoup plus de services aux populations. Parce que notre pays est extrêmement vaste. D'accord. Voilà. Être plus près des populations, ça va encore demander avoir beaucoup plus de moyens, avoir beaucoup plus de compétences
financière et technique, tout, parce qu'on va tout transférer quand même. Oui, effectivement. D'accord. Alors, on va revenir au sujet factuel, hein, c'est la tenue de votre journée nationale d'économie. Vous êtes tous là, là. Et depuis 2017, on ne vous avait pas vu au cours de cette rencontre. Bon, ça s'explique un peu peut-être par la situation générale que le pays traverse depuis un certain temps. Ça, c'est ce que nous pensons en tant que journalistes. Est-ce que c'est pour cela que vous n'êtes pas réunis depuis là? Bon, il y a beaucoup d'autres choses, mais ça, la situation du pays est un élément. La situation sécuritaire du pays, des conditions, des financements, ça fait aussi. C'est l'essentiel des raisons. Ok. Mais il y a plusieurs autres raisons. C'est donc un élément qui doit nous conforter dans notre conviction que ça avance, que les choses changent dans le bon sens. Ouais. Parce que depuis 2010, ça ne s'était pas tenu. Et ça s'est tenu aujourd'hui, ça veut dire que la situation générale s'améliore. Ouais. D'accord. Alors, quand vous êtes venu à cette rencontre, vous êtes venu vous réunir autour du thème. Le thème, c'était déjà lequel alors, il disparaît. Non, c'est décentralisation et réforme de l'État. Qu'est-ce qu'il faut entendre par cela? Bon, décentralisation et réforme de l'État, ça veut dire qu'il faut entendre par là que les réformes que l'État a commencées, ça doit continuer. D'accord. Ça mérite d'être accompagné. Et décentralisation, ça veut dire que notre pays doit aller vraiment, si on veut se développer, à une décentralisation beaucoup plus approfondie. Alors, quel est le rôle dévolu au maire pour accompagner ce mouvement? Le rôle dévolu au maire, c'est que d'abord le maire est le principal responsable de la collectivité. Il représente l'État au niveau de sa collectivité. Alors il est en mission de mettre en œuvre toutes les politiques que l'État central prend comme décision. Ok. Alors vous aviez ce thème central, décentralisation, réforme de l'État, mais il y avait des sous-thèmes à discuter. Globalement, quels sont les points les plus en vue qui ont été discutés pendant ces 48 heures? Ça a duré 2 jours. Bon, ça a duré 3 jours. 3 jours. 3 jours. 72 heures alors. 72 heures. Il y a eu 5 panels et 20 thèmes qui ont été discutés. Et au niveau de ces 3 jours, les éléments essentiels, c'est d'abord le premier jour, c'était les discours de cérémonie d'ouverture. Oui, absolument, c'était l'événementiel. Voilà. Après, le deuxième jour, c'est les thèmes les communications thématiques. Dans les communications thématiques, vous avez la réforme politique, institutionnelle et administrative, le processus de décentralisation, développement et gouvernance des territoires. Vous avez le financement de la décentralisation du Mali. Vous avez les nouvelles technologies de l'information et de la communication au service du développement des collectivités territoriales. Vous avez l'épineux problème sécurité, paix et réconciliation. D'accord. Donc ça, c'est les thématiques qui ont été communiquées. D'accord. Après ça, nous avons le mémorandum qui retrace tous les besoins des collectivités pour le développement des collectivités, pour mieux rendre service aux populations, qui est consigné dans un mémorandum qu'on a remis au président. Parce que le moment phare de ces assises, et vous avez vu, tout le monde est venu. Et on a payé le transport à personne. Ah bon? Personne. Ils ont payé, tous les mails, ils ont payé leur transport. Ils ont pris en charge et ils sont venus. Alors que certains, en retournant déjà, ils risquent d'avoir des comptes à rendre. Parce qu'il y a des agresseurs qui sont sur place, qui n'aiment pas que les gens viennent ici. Et ils ont pris le risque de venir. Tous sont venus. Et si vous avez vu, la salle est remplie. Ça veut dire qu'ils sont décidés vraiment à venir écouter, à venir partager, à venir rencontrer le président de la transition. Okay. Et le Premier ministre l'a remarqué dans la salle, c'est pour cela qu'il a déjà rassuré les maires pour leur dire qu'on sait que vous avez tous envie de voir le président, vous allez le voir. Effectivement, on a rencontré le président à Koulba. Et qu'est-ce que vous avez dit au président? On l'a remercié, on l'a félicité, on lui a donné notre engagement pour l'accompagner et on lui a remis le mémorandum qui est consigné dans un document. Et lui aussi, il nous a remis la Constitution. Et nous avons pris l'engagement de vulgariser la Constitution pour que les populations le comprennent. Parce que la Constitution, elle est faite à la demande des populations, pas
aujourd'hui, avec cette transition, c'est demandé depuis très longtemps. Je vous ai dit, depuis le premier président démocratiquement élu, Alpha Omar Konaré, il était question de réviser la Constitution. Il était buté à un problème. Le suivant, ATT, il a eu il est buté à un problème. Le troisième, IBK, il a buté à un problème. Et c'est maintenant eux qui ont eu la chance de pouvoir le réaliser. En quoi c'est une chance? C'est une chance parce qu'ils ont eu la chance de pouvoir réaliser ce que tous leurs prédécesseurs n'ont pas pu faire. Par exemple, ils n'ont pas pu faire une constitution. Ils ont tous fait des projets de constitution, mais personne n'est arrivé à arrêter une date de référendum. D'accord. Et ils ont eu cette chance de le faire. Alors, il faut venir, nous, en tant que représentants des populations, très proches des populations, il nous revient à nous de le sensibiliser, de le vulgariser. Parce que tout le problème que le Mali a, c'est que le feedback ne passe pas. Il n'y a pas de feedback et puis tout ce qui se dit au niveau central n'arrive pas tout à fait en bas exactement comme l'idée de base. Mais c'est très, très souvent transformé. C'est des idées transformées, ça dépend de celui qui le communique, qui arrive à la base. Et c'est pour cela que les gens... Si on comprend, vous y adhérez, n'est-ce pas? On adhère complètement. Ok, pourquoi? On adhère complètement parce que... Parce que c'est une première constitution écrite complètement par des Maliens ou quoi? Bon, il y a tout ça. C'est-à-dire d'abord parce que c'était déjà... C'était le besoin de tout le monde. C'était un ancien besoin depuis très longtemps. D'accord. C'était une nécessité qu'on avait vue. Il y a des incohérences qu'on a vues dans l'ancien. L'ancien est très bon, mais il y a des incohérences parce qu'il est un peu dépassé. Oui. Mais cette fois-ci, il y a eu ce qu'on a dit, comme le professeur Fousseïnou nous a dit, et beaucoup de personnes ont dit, quand on nous expliquait dans les thématiques la Constitution, on a compris que c'est pour la première fois que c'est fait exclusivement par des Maliens. D'accord. Donc nos compétences locales. C'est la souveraineté. Bon, il y a souveraineté, il y a aussi la confiance en soi. La réalité. Oui, la confiance en soi. D'accord. Et dites-nous, quel est le point, un point comme ça qui vous retient l'attention et qui fait que vous accrochez vraiment avec tant de force à cette Constitution, vous? Moi, sincèrement, ce qui me tient beaucoup à cœur dans cette Constitution, c'est les niveaux des collectivités. C'est la loi électorale, ce qu'ils ont mis là dans les deux niveaux. Parce qu'on avait mis 3 niveaux de collectivité. C'est difficile d'avoir. Vous avez vu, ailleurs, dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas 3 niveaux de collectivité. Donc, avec nos maigres ressources, on est obligé de le partager avec 3 personnes, 3 niveaux. Maintenant, vous appelez 3 niveaux de c'est-à-dire la commune, le cercle et la région. Aujourd'hui, le cercle n'existe plus. Ça, c'est à ce niveau. Et au niveau de cette loi électorale, on pense qu'on va arriver au niveau des statuts de l'élu. Parce que la décentralisation, si vous voulez que le pays se développe, on est obligé d'aller à la décentralisation. Mais pour que la décentralisation soit intéressante pour les cadres, les grands intellectuels que nous avons, il faudrait que ça soit attractif. Il faut que ça soit attractif. Mais qu'est-ce qui peut la rendre attractive? Le statut de l'élu. D'accord. Si vous pensez quel doit être le statut de l'élu? Le statut de l'élu, c'est que nous... Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qui manque, c'est qu'on a fait de la décentralisation une situation de bénévolat. Les maires devaient travailler comme des bénévoles, sans être payés. Alors qu'aucun fonctionnaire aussi, si on touche à votre salaire demain à leur terme, le lendemain, le syndicat dit... Vous voulez dire que les maires n'ont pas de salaire? Ils n'ont pas de salaire. Et pourquoi on se bat alors pour avoir ces postes? Parce que c'est ta localité. Okay. C'est tes terres qui sont gérées, c'est tes populations, tes parents et toi-même qui es géré. Si tu n'es pas là, tu préfères travailler. Un chef de famille, même s'il n'a rien, il est obligé de travailler dans sa famille. C'est pour ça que, mais si on veut que la décentralisation... Est-ce que cela ne pousse pas un peu les maires aussi sur d'autres terrains un peu glissants? Non, parce que ce qu'on dit, les autres terrains un peu glissants, ça c'est la terre. La terre n'a pas de valeur partout. Ouais, à un certain niveau, tu as le lot à 25 000. Tu peux vendre 1000 lots, tu n'as pas 2 millions ou 3. Donc ce n'est pas ça. Le problème de la décentralisation, il faut que les gens le comprennent. Les collectivités qui sont là aujourd'hui,
Avec eux, vous avez vu, il y a beaucoup plus d'écoles qu'avant. D'accord. Avec eux, vous avez vu qu'il y a beaucoup plus de CESCOM qu'avant. Donc la santé est beaucoup plus proche, l'agriculture est beaucoup plus proche, et tous les besoins, toutes les sollicitations de base, ils ont un répondant à côté. Donc pour moi, pour nous du moins, collectivité, on ne fait pas une camisole pour nous. On ne parle pas à notre nom parce que ce n'est pas un héritage, on va partir. D'accord. Mais peut-être qu'un jour, vous-même, vous allez être dans votre collectivité pour chercher à être maire. Si c'est attractif, si ce n'est pas attractif, tu ne laisseras pas. Donc il faut que les postes de maire soient revalorisés et que ça soit payant. Il faut que les maires puissent avoir une certaine sécurité pour qu'ils puissent exercer leur fonction parce qu'ils représentent l'État. Ils sont officiers de police judiciaire, officiers de police administrative, officiers d'état civil. Donc il faut qu'ils puissent être protégés pour faire correctement leur travail. Et tout ceci font que les maires, la fonction de maire n'est pas attractive, sauf ceux qui sont... Il y a des maires qui sont, si vous avez vu, il y a des maires qui ont 2, 3, 4, 5 mandats. C'est parce qu'ils sont obligés d'être, c'est parce qu'ils reçoivent le poids de leur population et on les oblige à se présenter. D'accord. Alors, cette dimension est prise en compte, côté-là, changement du statut des maires, ça apparaît également dans les recommandations, dans les ANR, non? Il y a une liste très importante des ANR, 517 recommandations, et dans lesquelles il y avait des éléments qui concernent effectivement les maires, les communes rurales et puis les collectivités territoriales. Est-ce que c'est une nécessité de changement des statuts aujourd'hui, comme l'a dit M. le maire, qu'il ne soit plus des bénévoles, hein? Certains bénévoles bourgeois c'est compliqué. Je pense que ces éléments méritent une réflexion profonde et puis une analyse de situation et de contexte avant de décider de qu'est-ce qu'il faut prendre comme option stratégique, durable. Mais est-ce que nous n'arrive pas de nous inspirer des expériences sous d'autres cieux et comment sont traités les maires? Est-ce que ça fonctionne? Vous le faites, non? Oui. Moi, je viens d'Abidjan l'autre jour, après de Dakar aussi, successivement, on va ailleurs. Mais le cas malien n'existe nulle part. Nulle part. Même au Mali, si vous prenez le cas des membres du Haut Conseil de collectivité, ce n'est pas gratuit. Si vous prenez le cas des députés, ce n'est pas gratuit. Mais pourquoi on veut que pour les maires seulement, vous savez, un maire, les paye à 25 000 pour quelle raison? D'accord. Alors vous êtes parti chez le président, vous lui avez dit cela aussi? Bon, on l'a mis dans le... dans le mémorandum? Dans le mémorandum. Vous savez, le président, on a mis dans le mémorandum, mais c'est une sollicitation qui a existé depuis avant lui. Depuis tous les présidents, chaque fois on le remet. Mais chaque occasion qu'on se rencontre, on remet, on parle de ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais nous pensons, avec le président de la transition, le chef de l'État, le colonel Hassimi Goïta, on pense, avec son engagement, avec tout ce qu'il a commencé à battre comme chantier, qui n'a pas pu être fait auparavant, on pense que cette fois-ci, il va pouvoir le faire parce qu'il n'est pas politique. Lui, il est population et il est carrément très proche de toutes les populations. Ouais. Donc on pense qu'avec lui, on a beaucoup plus de chances que ça marche parce que ce n'est pas pour les élus que nous sommes aujourd'hui. C'est pour le pays, nous, on va quitter. On n'est pas éternel. On va quitter, on va laisser cette... Et la décentralisation, le Mali peut se développer avec la décentralisation. Ça, on nous a dit. Ça, c'est clair. Et il ne peut se développer qu'avec la décentralisation. Parce que si vous prenez les comparaisons, avant la décentralisation et aujourd'hui, c'est tout à fait différent. D'accord. Même si vous prenez chez vous, vous avez beaucoup plus d'infrastructures de sociaux de base aujourd'hui qu'avant. Et qui nous, au RTM? Pas même au RTM, c'est-à-dire on a besoin de beaucoup de moyens pour vous toucher. Pas jouer le rôle. Pas l'ORTM, dans vos villages. Parce que Ibrahim Diombele, il n'est pas de l'ORTM, il est d'un village. Voilà. Bon, c'est l'occasion pour vous aussi d'aller vous battre pour l'ORTM, pour que vous puissiez vraiment prendre en charge vos préoccupations. D'accord. Vous étiez dans quel panel, vous? Non, c'est le panel, c'est dans un seul endroit, on ne participe pas à tout. Ah, d'accord. Le panel, c'est pour tout le monde. Non, vous êtes dans quel sous-thème? Non, c'est les sous-thèmes. Tout le monde participe à tous les panels. À tous les panels. Parce que tout est important, on a jugé nécessaire de le faire au seul endroit. D'accord. Alors, donc, vous avez tout vu, vous avez participé
à toutes les discussions. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut retenir? Conclusion, vous êtes parvenu à quoi? Parce que Bon, c'est là c'est un nouveau départ, non? Ok. c'est des communications thématiques. C'est des communications. Nous avons discuté de, de la, de la décentralisation, des réformes en cours, des incidences que ces réformes puissent avoir. Nous avons aussi discuté de la nécessité des collectivités de moraliser les finances publiques, les finances qui sont mises à leur disposition, les terroirs, les besoins des populations qui en tiennent beaucoup compte. Et on a discuté aussi du système des élections. Donc pour nous, pour moi, les thèmes, tout ce qu'on a vu comme thème se valent. C'est des thèmes assez importants parce que vous avez les thèmes sur la sécurité et la paix. Ça, c'est très important parce que sans paix, nous avons les thèmes qui concernent un peu les finances, la gestion des finances, la gestion efficiente des finances publiques, des finances de l'État mis à la disposition des collectivités. Donc qu'il faut moraliser. Nous avons aussi, le président notamment nous a conseillé d'être beaucoup plus proche des besoins des populations pour leur rendre les services que l'État met à notre disposition. Il y a tous ces éléments. Ok. Alors, vous, en tant que deuxième vice-président, vice-président de l'association des municipalités du Mali, et quand vous venez, vous avez sûrement beaucoup de problèmes, mais il y avait quand même un problème qui prenait la tête. Et au sortir, est-ce que vous pensez que ce problème a été résolu? C'était lequel? Il a été pris en compte, on va le dire. Bon, nous, c'est qu'on est venu quand je venais, d'ailleurs c'est pratiquement la majorité parce que nous sommes dans les mêmes problèmes. Nous sommes venus pour deux choses. D'abord, nous avons voulu que ce thème, cette journée, que l'association d'abord des municipalités soit d'utilité publique. D'accord. Ça, et nous avons présenté un mémorandum dans lequel on a consigné tous nos besoins. Nous avons eu l'assurance que ce mémorandum va être suivi. Donc il va être suivi. Ce qui peut être exécuté certainement va être exécuté. Ce qui ne peut pas être exécuté ne pourra pas parce que nous savons tous les situations des finances de notre État. Okay. Nous le savons tous. Alors, donc, comment pouvez-vous parler d'une seule voix pour régler des problèmes qui sont différents quand même? On sait que vous êtes les maires du Mali, mais un maire de la commune d'une commune de Bamako n'est pas le maire d'une commune, je ne sais pas, dans la région de Bougouni, Sikasso, Kaï, je sais pas, ou Kidal, ou je ne sais pas, ou pas pareil. Nous avons pratiquement les mêmes problèmes. Ah bon? Vous savez, le problème, vous savez, je prends l'exemple. Avant, on disait la rébellion du Nord. Maintenant, ce n'est plus la rébellion du Nord, c'est la rébellion du Mali. Ça se trouve partout. Donc, nous avons les mêmes problèmes. Parce que le Mali, c'est la même chose de Kaï à Kidal. Nous avons les mêmes problèmes. Tous les maires ont 5 problèmes. Premier problème, ils sont tous exposés. Personne n'est en sécurité. Ah bon? Ouais, tous les maires sont exposés. Il y a plein de maires qui ont été tués. Il y a plein de maires qui ont été chassés. Il y a plein de maires qui subissent tous les jours des menaces. Donc, les problèmes sécuritaires, ils sont tous pareils. Okay. Deuxièmement, ils ont tous les mêmes types de problèmes de ressources. Parce que le maire, chaque fois qu'il y a un problème dans la collectivité, dans la commune, dans la localité, dans un village, la première personne qui est proche qu'on voit, c'est le maire. Ah bon? Et le maire ne peut pas régler tous les problèmes parce qu'il n'a pas la réponse à tous les problèmes. Et vous avez vu même l'autre jour... Personne ne peut régler tous les problèmes. Personne ne peut régler. Mais chez nous, les gens ne comprennent pas ça. Vous avez vu l'autre jour, à cause de réformes, à cause de la création des niveaux de cercles à un certain niveau d'autres régions, il y a un maire qui s'est vu sa maison brûlée. Le maire et le chef de village, ils ont brûlé leur maison. Alors que ce n'est pas eux qui décident. Ils sont là-dedans parce qu'ils représentent l'État. Ouais. Mais est-ce que vous faites ce travail de pédagogie, approcher les populations et leur montrer les rôles dévolus aux maires et quels sont les contours, quelles sont les limites? Si, on le fait. Est-ce que ce travail, vous le faites? On le fait, mais malheureusement, vous savez, nous sommes dans un pays démocratique avec le multipartisme.
chaque maire, chaque chef de village a son opposant dans la commune ou dans son village. D'accord. Donc, tout ce qui est réel qu'on dit, il y a un autre qui sait que ce n'est pas possible, il vient dire non, le contraire. Ok, alors je vous laisse sur votre lancée. Vous avez dit que tous les maires sont confrontés au même problème. Vous en avez retenu 5. Vous avez parlé de sécurité, manque de ressources et puis le reste. Voilà, et le reste, c'est manque de sécurité, manque de ressources. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Le 5e, c'est aussi... Il y en a plein, de toute façon. Voilà. Ok. Alors, il faut résoudre tous ces problèmes qui sont contenus quand même dans le mémorandum. Et vous pensez que vous aurez des réponses satisfaisantes? On a confiance, Confiance au président de la transition. En tout cas, on sait que c'est un patriote, très bon patriote sincère, qui prend beaucoup de risques. Alors, il va continuer à le prendre aussi pour satisfaire les besoins des populations et nous faisons partie de ces populations. D'accord. Alors, puisque vous êtes là pour la population, on va revenir et c'est vous qui allez donner la définition du maire aux populations. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? Qu'est-ce qu'il peut faire, monsieur le maire, pour que les populations comprennent? Parce que quand la route n'est pas bien faite, on dit c'est le maire. Quand il n'y a pas si, c'est le maire. Il faut d'abord que... Et en plus, votre rôle, et que doit-elle faire également la population? Elle a des obligations. La population, les obligations. D'abord, tout Malien, il faut que nous soyons des patriotes. Vraiment dans notre cœur. D'accord. Donc il faut que l'éducation civique, il faut que ça puisse être beaucoup vulgarisé, beaucoup sensibilisé au niveau de ces populations. Ça, c'est le premier. Il faut être très patriote. Deuxièmement, savoir qu'un État vit des impôts que les populations payent. Il faut que ces populations acceptent de payer tous les impôts qu'ils devaient payer. Parce que les Toubabs, l'argent qu'ils nous donnent, c'est leurs impôts qu'ils viennent nous donner. Donc nous avons le deuxième. Troisième chose, c'est que les populations au niveau des communes devaient savoir que c'est eux d'abord qui devaient amener les ressources au niveau des communes pour que les communes puissent travailler pour elles et que le maire devait savoir que ces ressources qui sont mises à sa disposition devaient être faites conformément et il devait aussi rendre compte. Il devait rendre compte et que les populations sachent qu'ils ont la possibilité de demander des comptes à chaque instant. Ok. Alors, il y a des déficits dans tout cela. Sur le plan patriotisme, vous avez des lacunes, des insuffisances. Sur le plan civisme, idem. Et les populations également ne payent pas les patentes. Et en retour, on ne dit pas tous les maires, il n'y a pas ce travail de relevance. Ça peut amener la population à une certaine réticence aussi. Oui, c'est clair. C'est-à-dire quand je paye, je ne sais pas ce qu'on fait de mon argent. Oui, c'est normal. Le problème, je réfléchis par 2 fois avant de payer. La situation de... Peut-être ceci explique cela. Oui. C'est-à-dire on ne peut pas dire que les maires sont blancs. Tout le monde a des défauts. Tout le monde devait se corriger pour qu'on puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Et le Mali a pris un engagement. Un engagement de quoi? De se suffire. Pas de se suffire à 100%. En tout cas, de chercher ses propres marques. De compter sur soi-même d'abord. De compter sur soi-même pour pouvoir arriver à là où on veut arriver. Pour avoir atteint tous les objectifs qu'il s'est fixés. Et c'est possible. Parce que moi, je vous donne un seul exemple. Vous savez, le Mali, aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'acier. Je vu, on a même mis dans les documents, il faut les mines, Non, nous pouvons nous développer avec l'agriculture. Parce que les mines, tu importes des poisons que tu vas mettre et ça crée des problèmes d'assainissement, ça crée des problèmes, beaucoup de petits problèmes. Alors que l'agriculture, seulement avec l'agriculture, on peut développer notre pays. Certains pays voisins que je ne veux pas citer se développent seulement avec l'agriculture et les ressources minières le laissent. Dans toutes les régions du Mali, vous avez des ressources minières à portée de main. On n'a même pas besoin d'efforts, assez d'efforts. Donc ça, on devait le garder pour réserve. On met l'agriculture en avant et c'est fini, on va arriver. Parce que nous avons besoin de beaucoup plus de manger
que de faire d'autres choses. Absolument. Absolument. Donc, Il faut vivre d'abord avant faut vivre. d'entreprendre quoi que c'est ça. voilà. D'accord. Ok. Peut-être que on est à la fin de l'émission, hein, et peut-être qu'il a une contribution, une question à poser. Non. Oui, la contribution que j'allais dire, c'est que le développement d'un pays dépend des acteurs de ce pays et de surtout faire un visionning, c'est-à-dire une projection, comme l'Afrique du Sud a eu à le faire. Quand il s'est agi de rebâtir le pays, ils ont fait un regard sur comment, ils veulent être comment dans 20 ans. Et ensuite, en faisant une planification jusqu'à dire que bon, dans 5 ans, on fait ça. Et on répartit les tâches. Donc, on ne peut pas se développer dans une nation sans une réelle planification. Vous voulez dire que ce travail de prospection, De prospection et d'exécution de ce qu'on a prospecté. Ah, d'accord. Donc, vous voyez, si je prends l'exemple des plans d'aménagement dans les régions, vous avez un document qui est extraordinaire, mais la stratégie de mise en œuvre concrète, souvent c'est ce qui pose problème. C'est la même chose dans toutes les politiques publiques. La réussite et le développement durable d'un État vient de sa stratégie de planification et sa capacité à respecter cela. Donc, quand on prend le secteur de l'agriculture, on devrait être actuellement à l'agriculture prescriptive et ensuite l'agriculture de précision. C'est-à-dire, en français facile, ça veut dire que quand on veut apporter de l'engrais à Kita pour augmenter les revenus, vous verrez que c'est la même formule qu'on veut apporter à Yorosso. Alors que le sol n'est pas, l'évolution des contextes est différente. Donc on devrait avoir au cas par cas et avec précision. Et c'est là où l'agriculture peut vraiment prendre notre pays en charge. Parce que tant qu'on n'arrive pas à ces niveaux d'agriculture prescriptive, la révalorisation de ce qu'on avait acquis, qu'on a abandonné, donc on ne peut pas prétendre à un développement durable. On va faire du surplace. Alors, on a 30 secondes. Maintenant, c'est important. Je voudrais remercier tous les collègues du Sincère, au nombre qu'ils sont, qui sont une très bonne équipe. Et ensuite remercier toutes les populations qui ont participé aux assises et qui tiennent au résultat de ces assises. Et nous avons ce mandat moral de rendre compte au président de la transition et aussi à ces populations. Donc je voudrais ici remercier tous les acteurs qui se mobilisent autour de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Eh bien, très bien. Mais on va retenir quand même 15% d'exécution sur un pan. Non, je ne voulais pas qu'on prenne... si vous prenez... On ne va pas se focaliser sur ça. En fait, il y a 34 autres qui sont en cours, dans les actions prioritaires. Et ensuite, dans les actions prioritaires complémentaires, il y a quand même autour de 86 qui sont en cours. D'accord. Voilà, donc pour moi, il y a un certain nombre d'activités à refocaliser actuellement, on est d'accord, mais qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont commencé à être mises en place. Très bien. Merci à vous, monsieur le maire, monsieur Khalil Ibrahim Touré, vice-président, association municipalité du Mali. Vous repartez chez vous très confiant, très content quand même, hein, avec beaucoup d'espoir pour le Mali. Ouais. D'accord, le Mali qui gagne et prospère dans le Conseil des Nations. Oui. C'est bien cela, c'est le souhait de tout le monde. Merci à vous également, monsieur Bougouna Sogoba, rapporteur général Sincère ANR. Nous remercions sincèrement le Sincère. Merci beaucoup. Ok. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous avec Actu Hebdo, dimanche prochain, Inch'Allah. Canal 12-13, mais avant l'édition de 13h, présentation Mariam Kone. Merci de choisir ORTM 1. Excellent après-midi et dominical de télévision.